Bonjour à tous. Alors, nous attendons encore du monde. J'ai l'impression qu'il y a des embouteillages en ville, mais ça ne change pas. C'est l'habitude. Donc, on va commencer tout doucement. Et puis voilà, ils arriveront quand ce sera possible. Je vais passer la parole directement à notre président, le professeur Bernard Armeny, et j'essaierai de vous présenter les différentes sessions, peut-être entre les orateurs. Donc ici, nous avons 3 orateurs qui interviennent avant la pause. Je passe la parole directement à M. Bernard Armeny. Merci, monsieur le professeur Safar. Merci, mon cher Sam. C'est un très grand plaisir pour moi d'être présent dans le cadre de cette manifestation. D'abord, dans le cadre de mes fonctions auprès du rectorat de l'université, puisque le recteur m'a demandé de veiller au développement de la stratégie institutionnelle. Or, la recherche, c'est bien entendu un élément essentiel de la stratégie institutionnelle de toute université et en particulier de la nôtre. Et puis, c'est un deuxième plaisir pour moi d'être présent ici à l'ouverture de cette journée de réflexion, puisque j'ai le plaisir et l'honneur d'être le président de l'Institut de recherche en sciences et technologies du langage, qui est justement l'instance de l'université organisatrice de cette manifestation. Alors, je pense que c'est plus tout à fait nécessaire de présenter l'Institut de recherche en sciences et technologies du langage, IRSTL pour les intimes. On n'a pas encore trouvé d'acronyme plus sexy que ça. Mais enfin, voilà, il va falloir vivre avec celui-là. On vit déjà depuis un certain temps avec lui. Et donc, l'IRSTL, c'est, comme le savent beaucoup d'entre vous, l'un des 10 instituts de recherche de notre université. Notre université qui, lorsqu'elle s'est créée en 2009, car vous ne le savez peut-être pas, mais l'université de Mons est une des plus jeunes universités de Belgique. 2009, n'est-ce pas? C'est vraiment pas très très ancien. Oh, bien sûr, il y a des composantes très anciennes dans cette nouvelle université qui a été créée en 2009. Par exemple, la faculté polytechnique créée en 1837. Je me tourne vers les collègues de la faculté polytechnique pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Et d'ailleurs, nous sommes ici dans des locaux historiques de cette faculté polytechnique, l'un des piliers essentiel de notre université. Donc, institut de recherche qui est, à l'instar des 9 autres instituts de recherche de l'université, une structure qui se veut fédérative, une structure qui se veut transversale. Lorsque nous avons créé les instituts, nous avons d'abord voulu qu'ils soient marqués par, en quelque sorte, la marque de fabrique qui serait celle de l'université, à savoir l'interdisciplinarité. Donc nous ne voulions certainement pas avoir des instituts qui soient enfermés à l'intérieur de barrières épistémologiques, enfermés à l'intérieur de cloisons thématiques. Non, nous pensions qu'il était vraiment tout à fait essentiel que nos instituts, en montrant ce qu'était la vie des services de recherche des laboratoires, puissent aussi faire en sorte de rassembler celles et ceux qui, chercheurs ici, chercheurs là-bas, n'avaient pas nécessairement préalablement l'occasion de réfléchir et de travailler en commun, mais là, aller trouver des occasions. Vous connaissez le mot anglais, serendipity, sérendipité. C'est un petit peu l'idée de base qui était à l'origine de la création des instituts. Cette idée que si peut-être par hasard, peut-être fortuitement, ou bien peut-être de plus en plus de manière déterminée, on rassemble des questions de recherche qui ne sont pas automatiquement liées, des chercheurs qui ne sont pas naturellement proches les uns des autres, alors on va pouvoir faire quelques pas supplémentaires ensemble, et c'est bien cela que nous faisons dans le cadre de l'Institut de recherche en sciences et technologies du langage, qui, à l'instar de tous les autres instituts, est extrêmement multidisciplinaire, accueille des chercheurs qui viennent des 4 coins de l'université et tente de favoriser le plus possible ce travail collaboratif qui soit de nature interdisciplinaire et tende vers une espèce d'idéal épistémologique de transdisciplinarité. Voilà pour l'Institut, pour le cas où il aurait été important de rappeler quel est le sens
de la création de cette structure. Alors, dans la position qui est la mienne, celle de la personne qui ouvre une manifestation, il est tout à fait naturel de prendre la parole, de s'exprimer, de dire des choses au public que l'on a devant soi. Et vous savez, en général, ce qu'on a à dire, c'est assez peu de choses. Et d'ailleurs, ça va se résumer, pour commencer, en un seul mot. Ce mot, je pense que vous le voyez s'afficher sur l'écran. Oui, la technologie est avec moi, c'est un bon début. C'est le mot merci. Eh bien, je voudrais d'abord adresser mes remerciements à l'équipe qui est à l'origine de cette rencontre, l'équipe des professeurs Hamaoui et Safar, tous leurs collaborateurs et puis aussi les étudiants qui travaillent avec eux. Merci aussi à toutes les personnes qui, plus modestement, ont collaboré à l'organisation de cette manifestation et qui, j'en suis sûr, durant toute cette journée, vont tout faire pour vous la rendre la plus agréable et la plus productive possible. Voilà, c'est la première partie de mon discours. Alors la deuxième partie de mon discours, ça va vous étonner, c'est toujours le même mot, c'est merci. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une collaboration et un support extrêmement actif de la part de Toby, et je pense que c'est un modèle aussi pour nous tous dans les lieux où les pouvoirs publics soutiennent la recherche, de pouvoir également compter sur des partenariat avec le monde de l'entreprise privée. Que ferions-nous sans vous? C'est évidemment un partenariat tout à fait essentiel. Et puis alors, la troisième partie de mon discours, vous l'avez compris, à nouveau, c'est de dire merci. C'est de dire merci à toutes celles et tous ceux qui ont préparé des communications, qui ont hier soir sans doute encore, voire peut-être ce matin, connu les derniers tremblements et les dernières interrogations. Mon Dieu, est-ce que c'est comme ça que j'aurais dû dire les choses? Est-ce que je n'aurais pas dû les dire quelquefois autrement? Est-ce qu'on va bien me comprendre? Voilà. À vous tous qui avez vécu, je l'espère, ce petit trac que l'on vit toujours avant une communication, je voudrais vous dire merci aussi. Vous savez, c'est comme les artistes, n'est-ce pas? Interroger un petit peu une vedette de la chanson ou bien un acteur qui fait du théâtre. Ils vont vous dire qu'avant de monter sur scène, ils ont toujours un petit peu le trac. Et c'est ça qui fait que finalement, on peut transcender beaucoup de choses. Alors, voilà, en général, le discours d'ouverture d'une personne qui procède à l'inauguration d'une manifestation telle que celle-ci se termine par l'une ou l'autre pirouette rhétorique et en général on essaye de trouver quelque chose, une citation d'un grand homme ou bien peut-être un aphorisme célèbre pour arriver à trouver une chute, et puis on ne la trouve pas toujours. Bon, vous comprenez que ce témoignage que je suis en train de vous faire est celui d'une personne qui a déjà beaucoup ouvert. Mais là, c'est un peu particulier. Vous voyez la situation dans laquelle je suis, parce que évidemment, ce qu'on m'a demandé d'ouvrir, c'est pas quelque chose qui m'est très étranger. C'est pas comme quand j'ai l'honneur d'ouvrir un colloque de biologie ou bien le plaisir d'ouvrir un congrès de philosophie. Non, c'est un petit peu différent parce que quand même, l'institut de recherche, je le connais un petit peu. Et puis, alors, je dois vous avouer, la problématique qui vous anime et qui vous rassemble aujourd'hui, elle ne m'est pas tout à fait étrangère. Et alors, c'est là que vous commencez à courir des risques. Parce que j'ai une réputation, fallacieuse comme toutes les réputations, on dit de moi que je suis bavard. Et on dit de moi que lorsqu'on me donne un micro, c'est difficile de me le faire lâcher. C'est normal, en tant que patron dans la boîte phonétique, les micros, j'aime bien ça, n'est-ce pas? Alors, voilà, je ne voudrais pas non plus quand même trop démentir cette légende. Et donc, je me suis dit que, après tout, puisqu'on me donne le micro dans une manifestation scientifique, je vais quand même vous proposer une petite réflexion scientifique. Tant pis, mon cher Sam, ma chère Najwa, vous l'aurez voulu. Voilà, il faudra assumer. Et donc, il me semble que c'est sans doute assez important
lorsque l'on fait aujourd'hui, ici et maintenant, de la recherche, de se poser des questions à caractère épistémologique, de s'interroger sur ce que c'est que chercher, de s'interroger sur comment l'on fait pour chercher. Il me semble que cette espèce de réflexe épistémologique, c'est quelque chose qui est naturel, qui devrait être naturel en tout cas pour tout chercheur, puisque, comme je dis souvent à mes étudiants, le chercheur, il est un peu schizophrène, il est toujours deux personnes à la fois, il est quelqu'un qui construit du savoir et il est aussi quelqu'un qui réfléchit à la manière de construire le savoir. Donc voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, dans cette ambiance, dans cette tonalité, dans cet état d'esprit que je me trouvais hier soir, quand je me suis dit, tiens, de quoi je vais leur parler. Et donc je me suis dit, une petite réflexion épistémologique, pourquoi pas. Et donc, voilà, je vous emmène, si vous voulez bien, dans une réflexion épistémologique. Je vous préviens que je vais me lever pour vous présenter la réflexion épistémologique parce que je suis assis depuis suffisamment longtemps. Voilà, mon rôle d'ouvreur va se terminer là. Et je vais redevenir une espèce de scientifique. Oui, j'ai bien dit une espèce de qui essaye de vous amener à penser à la manière dont on a pu faire évoluer la recherche dans le secteur, en tout cas le secteur technologique qui est le vôtre. Et donc, je vous propose de vous amener au volant de ma DeLorean dans une petite mission dans le temps et de peut-être tenter de rencontrer ce qu'a pu être par le passé, un certain passé, hein, juste celui que je connais, la recherche appuyée sur les technologies de l'oculométrie. Alors voilà, je fais vrombir mon véhicule extratemporel et nous partons pour un voyage dans le temps. Démarrage. Alors, vous retrouvez évidemment des personnages que vous connaissez dans ce genre de voyage. Il y a un jeune garçon encore un peu candide, mais très intelligent. Et puis, il y a un vieux professeur avec les cheveux blancs. Un vieux professeur avec les cheveux blancs, je ne sais pas, ça vous rappelle peut-être quelqu'un. Et puis alors, évidemment, un jeune garçon candide, ben ça, vous ne m'avez pas connu pour la plupart d'entre vous il y a 40 ans, mais je vous jure que ça, c'est une photo de moi, donc c'est vraiment à ça que je ressemblais. Vous voyez ce que 40 ans de recherche ont pu faire de moi. Alors, je vais, depuis la réflexion du personnage de gauche, vous parler de ce qu'a vécu le personnage de droite. Vous me pardonnerez de peut-être remonter un tout petit peu loin dans l'histoire, mais rassurez-vous, quand même pas jusque-là. Non, c'est pas à la préhistoire qu'on va s'arrêter. On va arrêter dans un passé qui a été le mien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez lire là, mais on voit écrit à gauche mon nom, Bernard Harmeny, et à droite, on voit un millésime. C'était 1979, un excellent millésime, bien sûr. Et en fait, ce que vous voyez là, mon nom avec une date, ce n'est rien d'autre qu'un morceau de la couverture du mémoire de fin d'études que j'ai réalisé à ce moment-là. Alors, j'en vois certains d'entre vous qui font des calculs compliqués, qui se disent tiens, il a l'air plus vieux que ça, ou bien il ne fait pas son âge. Hein, j'espère que c'est plutôt la deuxième branche de l'alternative. Et donc, vous voyez ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Vous ne saviez pas ça, hein, vous croyez que je ne faisais que du langage aujourd'hui. J'ai fait un mémoire qui s'appelait « L'étude des processus cognitifs via l'observation des mouvements oculaires, outils conceptuels et matériels ». Ben oui, voilà. Et alors, à l'époque, j'étais jeune étudiant et je rêvais de quelque chose, évidemment. Je rêvais de devenir un scientifique. Je rêvais de devenir un scientifique qui eût pu faire de la recherche en utilisant l'oculomotricité. Bon, ben, comme vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que l'histoire n'a pas été tout à fait ça. Mais voilà, l'histoire, c'est pas toujours ce qu'on veut. En tout cas, centrons-nous là-dessus. Ça, c'est l'appareil que moi, j'ai utilisé. Sans doute que vous utilisez des choses qui sont un petit peu plus modernes que ça. La société, je pense, a encore survécu un certain temps. C'est
appareil, on l'appelait le NAC, c'est le nom de la firme iMac Recorder. Et donc, c'était un appareil dans la fin des années 70, vraiment très, très, très avancé technologiquement. Ce que vous voyez là, c'est le masque qu'on venait mettre sur la tête du sujet. Alors vous avez à gauche en bas là, un mannequin porteur du masque en question. Alors la technologie de l'époque, eh bien, c'était une technologie qui utilisait ici un objectif de caméra vidéo placé donc à l'avant du masque et qui était là pour filmer le panorama, pour filmer la scène que le sujet voyait. Alors, on ne les aperçoit pas bien ici, mais il y a ici deux miroirs semi-transparents. Je vais vous les présenter un petit peu plus tard. Vous avez ici, en fait, un autre objectif de caméra qui pointe vers le bas. Et cet objectif de caméra qui pointe vers le bas, il filme une image virtuelle qui se matérialise, enfin, matérialise est peut-être un mauvais mot, mais qui apparaît ici sur ce miroir semi-transparent. Et puis alors là, il y a une petite barrette qui est très importante. Pour l'instant, on ne l'utilise pas, mais c'est en fait ici qu'on va pouvoir venir attacher un bras avec une ampoule dont le filament a la forme d'un triangle, et ce filament qui a la forme d'un triangle, c'est très important parce que c'est l'image de ce filament qui va indiquer où les fixations se posent. Alors, vous avez tout un tas, évidemment, de boutons de réglage ici, parce qu'il y a beaucoup d'optique là à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Et puis là, vous avez un bouchon qui permet de venir brancher autre chose que je vais vous montrer. Ça, c'est le masque vu de l'intérieur. Donc, si vous étiez le sujet, vous voyez ça. Et vous voyez assez bien ici les deux miroirs semi-transparents. Donc, le principe était le principe du reflet cornéen. Donc, l'idée, c'est que le rayon de courbure de la cornée est différent du rayon de courbure du globe oculaire. Sur la cornée peut se former l'image virtuelle du filament de l'ampoule. Et comme les deux rayons de courbure sont différents, le fait que le globe oculaire entre en rotation donne l'impression que l'image virtuelle du filament de l'ampoule se déplace à la surface de la cornée. Et c'est ce déplacement relatif de l'image virtuelle qu'on va en fait capter avec le miroir et ensuite envoyer dans l'objectif de la caméra qui est à 90 degrés par rapport à l'angle de regard. Tout ça est mixé à l'intérieur du masque. Et puis, on utilise de la fibre optique. C'était très, 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 très nouveau à l'époque et on manipulait ça avec les dernières précautions, car évidemment, ça coûtait fort cher et on craignait beaucoup de les abîmer. Et puis là, vous avez un mélangeur optique qui vous permet de mixer différentes images. Et puis, l'inénarrable caméra vidéo de l'époque. Tout ça était optiquement mixé et arrivait dans un vidéo recorder, un magnétoscope. Alors ça, c'est les bons vieux Sony Editing. Je pense que je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, sur des bandes très épaisses, on enregistrait tout ça. Et puis après, venait évidemment le moment du décodage, ce terrible moment du décodage où il fallait regarder les images une par une, indiquer où se trouvait l'image, noter tout ça. Alors voilà, moi je travaillais en fait sur une tentative de compréhension de la manière dont des enfants résolvent un problème qui est issu d'un test d'intelligence pour enfants bien connu, la WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. Et dans cette batterie de tests, il y a notamment un test qu'on appelle les arrangements d'images. Vous avez là une image volontairement floue pour ne pas éventer le test qui vous montre ces petites images qui sont en quelque sorte une bande dessinée sans texte. Et l'enfant doit les réordonner pour qu'elles constituent une histoire. Évidemment, on chronomètre tout ça. Bref, la question que je me posais, c'était celle des relations entre le prélèvement d'informations sur l'image d'une part, et puis d'autre part, les actions de déplacement des images pour faire finalement un arrangement. Ça, pour vous donner une idée, c'est une page de l'épais volume que j'ai commis.
où on voit des petits carrés qui représentent les images qui sont en train de se mettre en ordre sous l'effet des manipulations d'un enfant, main gauche et main droite. Ça, c'est une autre page où l'on voit les endroits où se localisent les fixations et les durées des fixations. Alors ça, c'est le quart d'heure bricolo, c'est le système que j'avais dû construire pour arriver à mesurer les durées de fixation, parce que rien ne permettait d'avoir une mesure du temps de fixation ni du moment où les fixations s'opéraient. Alors voilà, j'ai dû ruser, donc je suis parti du principe que j'avais 25 demi-images par seconde et j'avais en fait construit un petit compteur d'images vidéo. Et donc, à chaque fois que j'avais une barre de désynchronisation qui passait, j'avais un petit signal lumineux qui était capté par la résistance LDR qui est ici. J'avais bidouillé une vieille machine à calculer et tout ça fonctionnait avec un système, figurez-vous, où il y a ici cette boîte noire, c'est un relais. Un relais comme on en faisait dans le temps, un bon vieux, avec une bobine, un électroaimant et puis le relais qui colle lorsque le courant passe. Et je pouvais actionner ça soit avec une pédale que vous voyez à gauche, soit avec un manipulateur que vous voyez à droite. Et puis alors après quand même, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de la faculté Polytechnique, le regretté Arthur Blave, que je suppose certains collègues de la faculté ont connu, avec qui on a réfléchi à une innovation extraordinaire. Au lieu d'un relais, un circuit intégré. Vous vous rendez compte, quel modernisme. Alors voilà, ça c'est le résultat de mes travaux. Comme vous voyez, je les ai mis sur la balance. Alors des mégas, des kilos, on en parlait déjà, mais ce n'était pas tout à fait des kilobytes ou bits ou des mégas, je ne sais pas quoi. Donc là, vous voyez, j'en avais pour 2,405 kg, mais avec une unité de poids, parce qu'évidemment, tout ça a été fait à la main. Je n'allais avoir mon premier Apple II que 3 ans après, et puis après beaucoup d'autres petits items de ce type-là. Alors, le voilà. Je ne vous ai pas raconté d'histoire. Vous voyez mon manipulateur que vous voyez à droite, là, c'est vraiment un manipulateur. Je vous l'ai amené en souvenir et peut-être pour que vous puissiez réfléchir à la technologie. Alors, si vous le regardez de près, vous allez voir que c'est un pur produit de la dernière guerre et dans certains bunkers, il a vraiment servi à faire du morse. Voilà, il est là. Je ne vous le donne pas, hein, je le garde parce que j'y tiens trop, mais je pense que ça n'est peut-être pas tout à fait dénué de sens de se poser des questions à propos de où on vient pour savoir où on va, de revoir de manière peut-être un petit peu critique l'évolution des sciences, des techniques. Je pense que les questions qu'on se posait alors ne sont pas extrêmement différentes des questions qu'on se pose aujourd'hui. Évidemment, on peut aller 1000 fois plus vite que ce qu'on faisait à l'époque. Peut-être que de temps en temps, ça vaut la peine de revenir sur ce qui est fondamental, à savoir sur les questions plus que sur la manière de les traiter. En tout cas, quant à moi, je vais vous dire une 4e fois merci, mon cher Sam, ma chère Najwa, parce que vous m'avez fait un cadeau extraordinaire. Je vous ai dit qu'à l'époque, jeune étudiant, je rêvais de devenir un scientifique qui puisse travailler sur la motricité oculaire. Je ne suis pas devenu ça. Je n'ai jamais fait de communication sur l'oculométrie. Ceci est la première communication de ma vie sur l'oculométrie dans une réunion à caractère scientifique et je vous remercie vraiment de m'avoir permis de la faire. Merci à vous. Mon cher Bernard, c'est émouvant, hein, cet exposé. Je m'attendais à quelque chose de très sobre, de très froid, de très habituel, j'allais dire, dans ce type de réunion. Et là, on a été émus. Comment est-ce que tu as pu conserver tous ces documents? Comment est-ce que tu as pu conserver un outil aussi, j'allais dire archaïque, bon, n'exagérons pas non plus, mais aussi ancien? C'est incroyable, ça. C'est dingue. Je vais vous le dire, mais
en morse. Très bien. Encore merci. Alors voilà, donc nous passons à l'exposé suivant. C'est Madame Myriam Picaluga, qui est la présidente de la commission académique de l'IRSTL. Myriam, nous travaillons ensemble depuis des années et des années. C'est extrêmement agréable de travailler avec une telle équipe. Je lui passe directement la parole. Ce sont ses paroles qui sont bien plus importantes que les miennes. Et tu as un super micro. Merci Sam pour tes gentilles paroles. Alors, tout d'abord, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Mons. Ensuite, je voudrais aussi vous dire que, même si mon mémoire ne portait pas sur l'oculiométrie, je suis quand même très intéressée et donc très ravie d'être présente ce matin à l'occasion de ce séminaire sur l'eye tracking. Alors, l'Institut de recherche, l'IRSTL, a pour objectif, comme M. Harmony l'a souligné, d'assurer la promotion, le développement de recherches qui sont centrées sur le langage, mais le langage dans tous ses multiples aspects. Cela veut dire que ça couvre aussi bien la traduction, l'interprétation, la littérature, l'orthophonie, la psycholinguistique, la médecine, le traitement du signal et d'autres encore. La commission académique que j'ai l'honneur de présider est pour sa part en charge de l'organisation de formation. Donc de formation post-master. Ah oui. Tu peux venir jusqu'ici, Florent. C'est bien, je j'avais pas vu que ça ne... J'arrive pas à le... Ça a été. Alors, la commission académique que j'ai l'honneur de présider est pour sa part en charge de l'organisation des formations. Donc c'est l'aspect pédagogique. Et depuis plusieurs années, cette commission académique a réfléchi au sens de ces formations et a souhaité s'engager vivement dans la centration tout à fait particulière de la dimension scientifique de ces formations. En d'autres termes, on a conçu les diverses filières du master de spécialisation comme des cursus dont les unités d'enseignement étaient en correspondance très étroite avec les axes de recherche des services membres de l'IRSTL. L'objectif étant de lier le plus étroitement possible les cours aux travaux scientifiques des services appartenant à l'IRSTL et à l'université. Donc voici l'offre de formation de l'Institut et les multiples options du master de spécialisation en sciences du langage, comme je l'ai dit, centré sur la dimension scientifique. L'Institut de recherche en sciences et technologies du langage, de même que la commission académique, sont donc à l'affût de toute technologie, de tout paradigme de recherche qui serait susceptible de contribuer au développement de la recherche scientifique dans les laboratoires de l'Institut. Et bien sûr, il en va de la qualité de ces recherches, mais également de la renommée de l'Institut et de l'UMONS. Parmi l'ensemble des technologies existantes, l'eye tracking, l'oculométrie en langue française, permet de suivre à la milliseconde près l'exploration d'une scène visuelle par un sujet. Très utilisé dans le domaine de l'ergonomie, de la publicité, pour analyser ce qui attire l'attention ou pas, la technique est de nos jours exploitée avec succès dans un grand nombre de domaines, tels que le montre par exemple cette revue de la littérature, qui indique qu'effectivement, dans des domaines tels que la neuroscience, la psychologie, le génie industriel, le marketing, la publicité, l'informatique, l'eye tracking, effectivement, est exploité dans tous ces domaines. Et cette revue de la littérature montre bien, avec un contenu assez important, combien cette technique a pu révéler un certain nombre de résultats importants et patents dans tous ces domaines.
L'oculométrie, en fait, elle date, M. Al-Armeni l'a montré, mais je pense qu'on peut remonter encore plus loin. Et les prémices remontent au 19e siècle. Dès le 19e siècle, on a mis en évidence, plus exactement, certains citent la date de 1879, les mouvements oculaires, c'est-à-dire les saccades, qui sont entrecoupés de pauses, c'est-à-dire de fixation, et donc l'alternance de saccades et de fixation, notamment lors de la lecture. Cette méthode a ensuite été utilisée par un psychologue, donc le psychologue Alfred Airbus, qui montre qu'en 1967, que l'exploration d'une image ou d'une scène par une personne dépend de l'information qu'elle recherche. C'est donc cette image qui est donc bien connue et qui montre que, suivant la consigne que l'on donne au sujet, donc ces trajectoires donc, oculaires vont varier. On voit par exemple donc, ici lorsque le sujet est amené à donc, regarder la photo mais de manière libre, vous voyez donc l'ensemble de ces trajectoires. Par contre, lorsqu'il reçoit la consigne de cerner l'âge des personnes qui se trouvent sur cette image, vous voyez que l'ensemble des trajectoires est quelque peu différent, et donc il en est de même des autres consignes. Vous voyez que chaque fois, donc, ces trajectoires donc oculaires réalisées par leur sujet donc, vont donc varier, et donc montrent de cette manière comment une scène visuelle peut être appréhendée de manière différente, et que le recueil de ces trajectoires nous permet d'indiquer quelque part les processus qui sont sous-jacents à ce découpage, à cette appréhension de la scène visuelle. Mais, bien sûr, la science ne s'est pas arrêtée là, et pour l'étude du langage, c'est une très bonne nouvelle. L'oculométrie a en effet, depuis plusieurs années, montrer tout le parti qu'on pouvait en tirer pour notamment traiter des questions de l'ordre du domaine langagier. Alors, on voit ici, par exemple, une application de l'eye tracking pour suivre la direction d'un petit enfant, de Thomas, qui est à 5 ans et qui est autiste. Et cela permet d'enregistrer ce qu'il regarde quand on lui présente l'image d'un visage ou d'un objet de la vie quotidienne. Il s'agit ici de ces trajectoires par rapport au visage, et vous voyez que on va montrer de manière très, très évidente que ces trajectoires centrent des zones du visage qui ne sont pas les zones habituelles que tout un chacun nous émettons lorsque nous regardons un visage. Vous voyez que la zone des yeux est très peu sollicitée. D'ailleurs, on le voit lorsqu'on compare ici juste les tracés oculaires chez un enfant développement typique à gauche et chez un enfant avec trouble du spectre de l'autisme. On voit effectivement que la perception du visage n'est pas réalisée de la même manière chez un enfant typique ou un enfant avec l'autisme. Ces résultats le montrent bien, lorsqu'on compare des enfants typiques et des enfants avec troubles du spectre de l'autisme, au fur et à mesure sur des cours développementaux, on voit que effectivement le temps passé sur la région des yeux est de toute façon inférieur, est moindre chez les enfants atteints d'autisme. Voilà des résultats qui sont connus et qui sont tout à fait importants dans le domaine de l'autisme et la prise en charge et l'étiologie aussi de l'autisme, dont on a dit beaucoup de choses au siècle dernier et qui se voit renouvelé ici sur des questions plutôt de processus psycho-cognitifs, psycholinguistiques, pour expliquer les déficits de ces enfants. Ceci est aussi encore quelque chose d'intéressant. On voit ici que cette technique d'oculométrie va nous permettre de faire une évaluation non verbale de la compréhension d'une phrase. Alors c'est tout à fait intéressant lorsque nous sommes confrontés avec des sujets qui n'ont pas les mots pour expliquer ce qu'ils ont compris. Et dans ce cas-là, vous voyez que le fait on examine son regard et on voit dans quelle mesure ça nous donne des indices sur la compréhension. Nous n'avons pas besoin dès lors de questionner la personne sur ce qu'il a compris, et c'est tout à fait opportun dans le cas de certaines pathologies. Donc ça nous permet de faire un outil d'évaluation de la compréhension, mais de manière non verbale.
Autre application, voici ici donc une image qui montre que dans un service donc, du CHU de Tours, on a testé un système de communication basé sur l'oculométrie qui permet à une personne qui est intubée de s'exprimer en contrôlant une interface logicielle avec le mouvement des yeux. Donc le logiciel en fait combine des phrases et des mots qui sont préenregistrés, qui sont présentés sous forme d'icônes donc sur un écran et sur lequel le patient va cliquer en fixant son regard. Et ce qui vont être ensuite prononcés par un synthétiseur donc vocal. Donc vous voyez qu'à l'aide de cette interface donc oculométrique, le patient peut échanger avec le personnel médical, les équipes soignantes et avec donc, sa famille. Et en tout cas, il est à même de pouvoir indiquer s'il souffre, où se trouve, donc, où est localisée sa douleur, s'il a soif, s'il a faim, s'il souhaite quelque chose. Donc voilà encore quelque chose dans le domaine donc, du langage et des difficultés donc, langagières qui peut donc, vraiment rendre service à la personne pour communiquer et donc, pour communiquer avec son environnement. J'évoquerai pour terminer, parce que la liste, si je voulais être exhaustive, la liste serait beaucoup plus longue que cela. J'évoquerai pour terminer un dernier exemple. Vous allez voir qu'il est assez original et d'ailleurs c'est assez récent comme donc, recherche. En fait, depuis un certain temps, des chercheurs se penchent sur la technique de l'oculométrie en médecine sexuelle. Alors, ces derniers s'intéressent à l'exploration visuelle parce qu'en fait, le regard, c'est un processus fondamental dans la séduction et dans la naissance du désir sexuel. Alors, la seule étude donc, qui a été réalisée est celle-ci. Et donc, vous voyez qu'on a enregistré donc, là aussi les temps de regard donc, sur 2 zones, le visage ou le reste du corps. Et ceci a montré, cette recherche donc, constitue vraiment une véritable avancée dans les connaissances des processus cognitifs, émotionnels et de cognition sociale du désir sexuel. Et en fait, elle a permis de mettre en évidence que les patterns ne sont pas les mêmes. Donc les patterns de regard ne sont pas les mêmes s'ils sont liés au désir sexuel ou plutôt à ce qu'on a appelé l'amour romantique. Vous voyez que les 2 images au-dessus, c'est l'amour romantique. Et là, on va voir que non seulement donc, le nombre et les durées de fixation au niveau du visage sont beaucoup plus importantes, donc se caractérisent par des fixations plus longues sur le visage. Alors, à la veille de l'ouverture du festival du film d'amour, on peut se dire qu'une ancienne réplique bien connue de Jean Gabin, « T'as de beaux yeux, tu sais », je pense, a peut-être plus de fondement scientifique qu'on ne le croyait. Alors, si cette technologie donc, intéresse différents chercheurs, elle intéresse tout particulièrement différents instituts et différentes facultés de notre université. Et il est clair par ailleurs que plusieurs filières du master de spécialisation à l'IRSTL font appel à cette technologie dans leurs recherches, dans leurs travaux. Et permettez-moi de citer évidemment à ce propos l'option neuropsycholinguistique, mais aussi l'option médiation technologie et l'option communication interculturelle et interlinguistique. La politique d'inclusion du RSTL, qui vise les personnes à besoins spécifiques, n'est pas en reste, puisque des disciplines comme l'audiodescription destinée aux aveugles et malvoyants ou celle du re-speaking destinée aux personnes sourdes et malentendantes utilisent cette technologie pour affiner et valider leurs recherches dans les domaines intra- et interlinguistiques. La traduction numérique à l'écran pour les médias, le dépistage de pathologies chez certains enfants au niveau, par exemple, de la latéralisation de la vue, l'ouïe et du langage, sont concernés par les recherches supportées par cette technologie. Et d'autre part, plusieurs thèses doctorales en cours de préparation ont intégré cette technologie dans leur dispositif de recherche. Comprendre le fonctionnement humain, en cerner les ressorts et le rouage, tel est l'objectif commun de tous les chercheurs qui, à Mons ou ailleurs, tentent de pénétrer les arcanes de l'esprit humain. À l'IRSTL, nombreux sont les chercheurs qui sont animés par cette quête. Mais pour comprendre l'intelligence naturelle, il faut pouvoir s'appuyer désormais sur la technologie.
C'est, j'en suis convaincu, ce que vont de nouveau démontrer vos travaux de ce jour. Intelligence naturelle? Mais ces termes sont très peu usités de nos jours. Par contre, il y a une autre locution qui fait beaucoup débat, mais qui est bien plus fréquente et qui surgit fréquemment à l'esprit, c'est la notion d'intelligence artificielle, bien sûr. Alors, permettez-moi à ce propos d'évoquer ici la mémoire d'un très grand scientifique, feu le professeur Stephen Hawking. Alors, il se fait que le 2 décembre 1914, Stephen Hawking était interviewé à la BBC et voici ce qu'il prédisait. Il prédisait en fait la fin de l'humanité. La fin de l'humanité. Que craignait ce grand physicien spécialiste de la relativité générale, et notamment des trous noirs? Une apocalypse cosmique? Non. L'explosion d'une supernova à proximité du système solaire? Non. Que la Terre croise malencontreusement la trajectoire d'un trou noir? Non. La singularité qui l'inquiète lors de cette interview n'est pas de nature physique. Je reporte ces propos, le voici. Je pense que le développement de l'intelligence artificielle pourrait signifier la fin de l'humanité. Une fois que les humains auront développé une intelligence artificielle, celle-ci pourrait s'amplifier par elle-même et se reconfigurer à un rythme grandissant sans cesse. Les humains sont limités par la lenteur de l'évolution biologique, ils ne pourraient se mesurer à elle et seraient donc supplantés. La technique et l'intelligence constituent assurément le couple du siècle. Mais nous ne trompons pas. Comme le soulignait Hawking, c'est bien la première qui doit être restée au service de la seconde et pas l'inverse. Clin d'œil, si vous me le permettez. Clin d'œil de l'histoire, Stephen Hawking, qui était atteint de la maladie de Charcot, était devenu incapable de se mouvoir et d'articuler des sons. Sa précieuse pensée, si nous avons pu la capter, c'est grâce à un synthétiseur text-to-speech, comme chacun sait. On sait peut-être moins que Stephen le pilotait grâce à un système de détection de ses mouvements oculaires. Je vous remercie de votre attention.